Chapitre 5. Se jeter à l'eau. Note personnelle sur multimédia. Date du... Ah merde, je ne sais même plus quel jour nous sommes. J'ai perdu toute notion du temps. J'aurais aimé revoir Douchka et la serrer dans mes bras. Même quelques mots m'auraient suffi avant de partir. Je ne peux évidemment pas aller à l'encontre des règles de sécurité les plus élémentaires. Cette mission, la première et peut-être bien la dernière, doit s'exécuter sans qu'aucune des parties en jeu ne soit au courant. L'ennemi, bien sûr, doit être surpris. Mais nous devons également mettre les Biecs devant le fait accompli. Peu importe qu'ils me prennent pour un fou ou qu'ils me jugent irrespectueux des us et des coutumes et des règles de la guerre. Je n'ai pas envie de me faire étriller en me battant à 1 contre 100 le jour de la transmutation. Alors je prends donc les mesures qui s'imposent. Et puis, advienne que pourra, conclut le leader, en éteignant le multimédia. Ils avaient peu de temps pour se familiariser avec les bombardiers. Les chasseurs ultra rapides, idéal pour le combat au corps à corps, étaient armés de faisceaux capables d'entamer des chasseurs ou des bombardiers. Face à la cuirasse des croiseurs, à moins d'un fabuleux coup de chance, leur puissance de feu était inefficace. Les bombardiers fixes, eux, possédaient des bombes au soufrinium, aptes à endommager gravement ou à détruire les plus lourds appareils ennemis. Pour s'en emparer, les Distariens, menés par le Terrien, devaient avant tout tromper la vigilance des gardiens des ponts d'envol. Aucun problème pour réussir le tour de passe-passe, selon les dires de Cabric. Comment s'y prendrait-il? Mathias sortit de sa cabine. Le calme régnait dans les couloirs. Les Biecs dormaient comme prévu. Leurs chers hôtes possédaient une horloge interne particulièrement précise, et rares étaient ceux capables de réaliser une nuit blanche. Par contre, chaque membre du groupe Djarka s'était entraîné à dormir de moins en moins en vue d'un combat d'une longueur inhabituelle. À seulement 5 jours de la transmutation, ils pensaient avoir détaillé tous les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés. Détaillés, certes, mais pas vraiment solutionnés. Longtemps s'était posé le problème du ravitaillement durant la bataille. Comment recharger des bombes au soufrinium? Comment gérer les réserves en eau et en vivres? Ou dégoter un lieu pour se reposer? La solution était venue de Cabric, une fois de plus. Il avait proposé d'emmener la frégate Astrion, un engin bien équipé et conçu pour le soutien logistique. Toujours aussi mystérieux dans ses explications, il avait affirmé être capable de la voler sans embarquer le moindre Biek à bord. Il la piloterait lui-même pour la mener près de la zone de combat. Équipée des moyens de dissimulation les plus sophistiqués, cette frégate était invisible au radar et à peine discernable à l'œil, disposant des revêtements ayant des propriétés de la peau du caméléon. L'engin se fondait dans l'espace, dans les scintillements des milliards d'étoiles. La position du vaisseau, changeant toutes les demi-heures, serait communiquée par n'importe quel pilote et exécutée par l'ordinateur de bord d'Astrion, selon un schéma établi à l'avance. Tout changement de position d'Astrion, fourni pour raison de sécurité par l'un des membres de l'expédition, serait transmise obligatoirement en russe. En enseignant les rudiments, les nombres surtout, de sa langue, Mathias s'assurait d'un niveau de sécurité supplémentaire. À l'instant prévu, le Terrien s'introduisit sur le pont d'envol des bombardiers. Le pont était déjà ouvert. Le couloir 4 avait été dégagé. Cabric en route vers Astrion. Les autres Distariens accoururent. En moins de 30 secondes, tout l'équipage fut réuni, attendant les ordres silencieux de leur chef. D'un geste, il les invita à grimper à bord des machines. Les bombardiers étaient la copie conforme des chasseurs, en 5 fois plus gros. Cette taille leur permettait de dépasser la vitesse de la lumière et autoriser une puissance de feu non négligeable grâce aux bombes de soufrinium dévastatrices transportées dans leur soute. Le poste de pilotage du bombardier ne présentait pas de différence, lui non plus. Donc, aucun problème de ce côté-là. Il mit le contact et s'arracha du Vega, la horde de Distariens dans son sillage. Les plans étaient faits, les jeux pas encore. Ils fonçaient droit vers la galaxie de la Confédération, sans perdre un seul instant. Ils ignoraient toujours comment Cabric avait réussi à dérober l'Astrion. Mais quelle idée de génie! Quelle formidable invention! Il venait de disparaître de leur radar tel un fantôme. Il était quasiment invisible.
seule une partie de l'espace avançait plus vite que le reste de l'univers. Lorsqu'il serait immobilisé dans le vide interstellaire, muet comme une carpe, fondu dans le décor, il constituerait à la fois un havre sûr de repos mérité et une arme secrète capable de battre l'ennemi sans qu'il ait le temps de réagir. La radio se mit à grésiller. Une voix bièque parla. « Bonne chance à tous !» Puis la communication s'acheva. Cette voix, d'Arthur Ubda. Comment savait-il? Ah, les mystères de Cabric trouvaient enfin une explication rationnelle. Le jeune distarien s'était adjugé la complicité passive de l'instructeur de pilotage, persuadé qu'il serait le premier à approuver les initiatives. Cabric prouvait une fois de plus qu'il méritait des galons de commandant second. Il faisait nuit et tout était étrangement calme. Le calme précédant la tempête, ou le calme naturel de ceux confiant en leur supériorité. Des patrouilles allaient et venaient sans cesse devant l'un des 4 ponts d'envol d'un gigantesque croiseur. Les 4 entrées étaient gardées avec la même rigueur. Par contre, le reste du bâtiment était laissé sans surveillance, puisqu'il était hermétique. De toutes les manières, il faudrait un nombre inimaginable de gardiens pour arpenter les quelques 3 kilomètres du vaisseau. Un léger sifflement perça le silence nocturne. Le vent? L'imagination? Tout à coup, jaillissant des noirceurs de la nuit, un bombardier surgit et fondit sur eux en activant son éclairage et en faisant hurler une sirène rappelant étrangement Stuka et autres Messerschmitt de la Seconde Guerre mondiale. À l'aide de puissants rayons, il mitrailla l'intérieur du vaisseau, par le pont d'envol naturellement ouvert. Puis il largua une torpille qui fila dans l'ouverture. 2 kilomètres plus loin, Mathias arriva en trombe et visa les immenses tuyères des réacteurs. Elles étaient si larges qu'il aurait pu s'y engouffrer aisément. L'explosion retentissante l'assura d'avoir touché les moteurs fonctionnant au soufrinium. Sans eux, il était désormais impossible de déclencher l'allumage des réacteurs à fusion. Au même instant, au point planifié par les Distariens et le Terrien, les as de la patrouille Djarka pilonnèrent les croiseurs de la Confédération, dédaignant volontairement les frégates, les bombardiers et les chasseurs, du moins dans un premier temps. La tactique précise consistait à empêcher l'ennemi de bénéficier d'un solide soutien logistique le jour de la transmutation. Au cours de leur survol bref et successif, ils avaient cartographié la planète et avaient repéré des appareils achevés ou en construction. Chaque membre de la patrouille poursuivait ses propres objectifs et ne devait passer à la cible suivante tant il n'était pas acquitté de sa tâche de destruction précédente. Les sites regroupant les forces les plus importantes avaient été choisis en priorité. 15 croiseurs lourds au menu, d'après leurs propres renseignements. 2 bombardiers étaient affectés par cible, les autres restaient en orbite pour surveiller les mouvements des chasseurs et venir au secours de leurs camarades en cas de besoin. Sur sa gauche, Cabric vit un hangar s'illuminer. Des formes couraient à l'intérieur. La chasse, pensa-t-il immédiatement. Ils n'ont pas perdu de temps. Puis, dans la radio, il ajouta à haute voix. « Mathias, l'abri en bas. »« J'ai vu, » répondit le Terrien. « Je m'en occupe. » Il plongea vers sa cible. L'épaisseur du hangar blindé était telle que l'explosion des bombes au soufrinium l'écornerait à peine. Il poussa le manche en avant et rasa le sol. Il y avait au moins 50 appareils, disposés en épis. 2 ouvertures, une à chaque extrémité du hangar. Toute sirène hurlante, il s'engouffra à l'intérieur, largua successivement 2 bombes avant de s'échapper par la porte de secours. L'explosion fut si violente qu'il ressentit son souffle de près. Après avoir fait pivoter sa cabine de 180 degrés vers l'arrière pour vérifier l'efficacité de son geste, il effectua la manœuvre inverse pour se remettre dans le sens de la marche. Il eut juste le temps de basculer le manche d'un coup sec sur la droite pour éviter le feu croisé de 2 bombardiers ennemis. Il plongea et vola en rase-motte une fois de plus. Les 2 confédérés étaient tenaces et le collaient au train. Son rayon verdâtre balaya l'arrière comme un chapelet de casserole attaché au pare-choc d'une voiture, c'est-à-dire en faisant beaucoup de bruit et en jouant sur la distraction. Il cabra son appareil brusquement, risquant une fois de plus l'explosion de toutes les cellules de son corps, tant l'accélération encaissée fut insupportable. Ses poursuivants s'écrasèrent sur le béton du hangar en flammes,
n'ayant pas le temps de redresser. « Mathias, j'en ai 3 mes trousses !» s'exclama Estik. « Pas de panique, je suis libre !» dit-il en se portant au secours du Dystérien. Bientôt, il eut les engins ennemis en point de mire. Ce fut presque un jeu d'enfant. Son trait vert jaillit du fuselage à 3 reprises, disloquant le métal hurlant. « Il en sort de partout !» cria Estik. « C'était prévisible. Mais il y en a moins de prévu. Nous en viendrons à bout. Nous sommes meilleurs pilotes et nos machines sont techniquement plus évoluées. » C'est bizarre. Aucun croiseur n'a pris l'air et il n'y en a aucun qui soit caché. Pas plus de 15 croiseurs pour attaquer. C'est quand même peu. Oui, c'est même anormal. La rumeur prétendait qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, et en réalité leur flotte vaut à peine le double de la nôtre. Je me demande pourquoi les Bieks ont attendu que nous fassions le travail alors que cette tâche était à leur portée. Ils sont pacifiques, et ils préfèrent perdre la guerre plutôt que subir le déshonneur d'avoir à la déclarer. Le déshonneur? Il y a des millions de vies en jeu. Il ne s'agit pas de déshonneur, mais de sauver sa peau. Non, leur attitude est bizarre. As-tu remarqué qu'ils ne se sont pas entraînés avec nous? C'est vrai. Mais pourquoi? Étaient-ils sûrs de leur victoire? De notre victoire? Ou alors, un groupe de chasseurs composé d'une dizaine d'appareils en formation pointa le bout de ses canons. Mathias passa tout son potentiel de protection dans les boucliers avant, un réflexe qui lui sauva la mise. La secousse manqua de disloquer son appareil. Il piqua du nez pour éviter une nouvelle salve et redressa immédiatement, certain que les autres en face auraient amorcé un mouvement de descente. Ils offraient ainsi le haut de leur structure, la partie la plus mal protégée parce que matériellement la plus difficile à atteindre. 3 engins explosèrent sous ses coups, et leurs débris endommagèrent le reste du groupe. Les pilotes, pour la plupart d'entre eux, subirent des avaries trop importantes, et durent s'éjecter d'urgence. Il fonça vers l'est, ayant d'autres cibles stratégiques à éliminer. Il consulta le totalisateur de balises installées sur chacun de leurs appareils. 50. Il soupira. Pour l'instant, leur action par surprise leur avait évité des pertes. Cabric venait de se débarrasser de 3 chasseurs sans avoir demandé aucune aide. Il faisait merveille au combat, comme prévu. La radio grésilla. Une voix tenta d'entrer en communication avec eux en s'exprimant dans un biek approximatif. Elle demanda leur identification. Mathias ignora le message. Les Dystariens observèrent la consigne de silence radio. Ils tenaient par-dessus tout à ce que l'ennemi ignore leur nombre. Pour toute réponse, ils continuèrent à déverser des tonnes de bombes au soufrinium sur les objectifs militaires qu'ils s'étaient fixés. Les caméras embarquées filmaient le sol, les bâtiments, afin de déterminer plus tard le taux de réussite et de découvrir éventuellement d'autres armes cachées. À chaque envol, les bombardiers Biek lançaient des capteurs pénétrant profondément le sol confédéré. Ils avaient pour tâche d'écouter le sol. D'autres capteurs restèrent en vol stationnaire et transmirent une foule de renseignements à la frégate basée à plusieurs milliers de kilomètres dans l'espace. Traitées par l'ordinateur d'Astrion, les données étaient retransmises en temps réel aux ordinateurs des bords des bombardiers. La guerre en direct. Un capteur détecta une activité souterraine. 4 Dystariens rejoignirent Mathias et s'occupèrent du nouvel objectif. Repli général. L'ordre avait fusé en russe dans les haut-parleurs. Les assaillants s'exécutèrent, se sachant couverts par leurs camarades réservistes à l'affût dans la stratosphère. L'ennemi n'entama pas de poursuite. En file indienne, ils disparurent dans le ventre de la frégate Astrion. C'était réellement hallucinant de voir l'unique hangar du vaisseau s'éclairer dans l'espace comme par enchantement. En quittant son poste de pilotage, Mathias affichait un air perplexe. Les confédérés avaient été étrillés. Certes, ce ne fut pas aussi simple qu'à l'entraînement, et 3 bombardiers avaient subi de graves dommages. Mais cet ennemi si redouté, celui qui allait s'emparer de Dektar II et des autres planètes voisines de Bieka, ne réagissait guère avec vigueur. Ses moyens d'action limités ne comblaient pas les lacunes de ses pilotes novices. Ce peuple était-il vraiment celui devant asservir les Bieks? À plusieurs reprises, les autorités de cette planète les avaient sommés de décliner leur identité. Pour quelle raison? Avaient-ils eux-mêmes tant de soucis, tant d'ennemis qu'ils étaient contraints de questionner l'assaillant? Ou alors, ils n'imaginaient pas entrer en conflit à un autre jour que celui de la transmutation, aussi respectueux des traditions que les Bieks. Quoi qu'il en fût,
Le conflit était parfaitement engagé. Les lourdes pertes causaient des soucis aux Confédérés. 14 croiseurs lourds étaient hors d'usage. 3 autres étaient endommagés, les bombardiers réduits en miettes au sol par dizaines et 147 chasseurs au tapis. Sans compter les usines de production repérées et détruites au fur et à mesure, les hangars suspectés d'abriter des armes, les centres de transmission. Sans se vanter, les membres de la patrouille Jarka estimaient avoir anéanti entre 20 et 30% du potentiel militaire des Confédérés. Le grain de sable dans leurs machines, c'était le reste de l'armement invisible, probablement enterré, vraisemblablement en orbite, plus loin dans la galaxie. Avait-il seulement été la partie émergée de l'iceberg? Que faire? Lancer un ultimatum et les contraindre à signer la paix? Poursuivre les destructions massives entreprises et réussies avec un indéniable succès? Rentrer sur le Vega? Mathias ne savait que penser. Il était leur chef, il devait choisir, en tenant compte de leur avis sur la question. 2 longues heures d'attente. Qu'étaient ces 2 heures comparées aux 30 heures durant lesquelles ils avaient livré bataille? Les Distariens se reposaient sur les couchettes. Certains dormaient. Mathias ne trouvait pas le sommeil. Cabric se tenait à ses côtés, adossé contre le mur, debout. Il était infatigable. 1 heure de sommeil avait été suffisante pour qu'il recouvre une importante partie de ses moyens physiques. 2 heures, les yeux rivés sur la planète des Confédérés. Pas un seul vaisseau n'avait décollé du sol depuis leur repli. Le coup infligé avait-il causé des dommages plus conséquents qu'il l'avait imaginé? Organisait-il une riposte cinglante, prompte à envoyer la flotte Biek à la casse? Cabric, j'ai des doutes, s'exclama soudain le pompier, sortant brusquement le jeune Distarien de ses songes. Des doutes? À propos de quoi? C'est presque trop facile, ce peuple ne réagit pas. Tu connaissais ces Confédérés? Bah, pas avant que les Bieks en parlent. Tu n'avais jamais entendu parler d'eux? Jamais. Tu sais, sur Distar, les nouvelles se transmettent plutôt de bouche à oreille. Les guerres sont souvent achevées lorsque nous apprenons leur existence. Je vois. Pourquoi? Quel doute as-tu? Ben d'abord, je ne comprends pas pourquoi les Bieks ne se sont pas entraînés au pilotage avec nous. Je veux bien croire qu'ils soient pacifiques, mais au point de refuser de déclencher un conflit. Par contre, pourquoi ne pas s'entraîner? Ils vont tout de même pas attendre le jour de la transmutation pour prendre des cours. Seuls ceux qui sont sûrs d'eux agissent ainsi. Et pourtant, c'est pas le cas, ils pilotent comme des manches. Tous les habitants de ce système le savent. Ils sont à peu près ok pour les navettes marchandes bien assistées, mais ils font pas d'étincelles avec des chasseurs. Alors, ils ne se sont pas entraînés parce qu'ils savaient qu'ils ne prendraient pas part à la bataille. Ce sont des pacifistes de pacotille, puisqu'ils construisent des machines de guerre les plus meurtrières possibles. Alors ils étaient sûrs de notre victoire? Peut-être, parce que nous avons attaqué par surprise, parce que l'ennemi n'est pas aussi redoutable qu'on l'a laissé entendre. Parce que cet ennemi n'est peut-être pas un ennemi. Quoi, il n'aurait pas de vue sur Nectar 2? Va savoir. Mais alors, dans ce cas, on aurait commis un massacre, tu peux le dire. Un véritable massacre. Manipulé, télécommandé par les Bieks, nous serions. Oh non, c'est pas vrai. Comment être sûr? Ah, c'est la question qui me ronge. Comment savoir? À l'interrogation, les 2 jeunes hommes ne savaient quoi répondre. Ils se contentaient de reporter leur regard sur l'écran visualisant la planète des Confédérés, espérant secrètement une manœuvre éclatante qui infirmerait leurs effrayantes suppositions. Un engin quitta le sol confédéré. Les hostilités allaient reprendre. Cette fois-ci, l'ennemi se décidait à franchir le pas. Un seul vaisseau à détruire? Pourquoi? Voulait-il les envoyer au compte-gouttes? Était-ce un test destiné à les repérer? Mathias commanda une analyse au puissant ordinateur d'Astrion. L'appareil se révéla être celui d'un ambassadeur. Il n'ouvrirait pas le feu sur un émissaire venant demander la paix. Mathias envoya un ordre bref et sec à l'ennemi. Au vaisseau de l'ambassadeur, stoppez vos machines après vous être présentés sur le flanc et exposez vos intentions. Ainsi, l'ambassadeur ne serait pas tenté d'utiliser son armement exclusivement implanté à l'avant. Les Distariens garderaient l'engin accroché au radar et feraient peser une menace constante sur l'autre. Le pilote, à 200 mètres de là, obéit sans rechigner,
et offrit son flanc en signe de soumission. Vaisseau confédéré à vaisseau Biek, nous désirerions vous rencontrer. Pour quelle raison demanda Mathias. Négocier l'armistice. Le chef de la patrouille Djarka hésita un peu avant d'avouer. Je n'ai pas le grade pour le décider. Quel grade avez-vous? Qui êtes-vous? Et vous? Je suis l'ambassadeur Sectus. L'ambassadeur en personne? Oui. Voilà un bien grand risque encouru, votre Excellence. Ma tâche comporte 1000 risques, y compris celle de mourir. Je suis Mathias Silensky. Je suis terrien. Un terrien? Un terrien commandant un vaisseau Biek? S'agit-il d'un honneur ou d'un déshonneur? Ma foi, un honneur de la part des Biek, mais un piège de la part de leur chef suprême, le grand commandatore. Un piège? Il vous a choisi. Choisi? Pour faire quoi? Lui succéder. Quoi? Votre Excellence, je comprends que vous soyez prêt à tout accepter pour obtenir la paix, mais inventer de telles idioties risque de vous mener nulle part. Je ne vous mens pas, je suis sincère. Il vous manipule. Le grand commentatore n'est pas élu, comme sur votre planète, mais choisi et formé par son prédécesseur. Un rythme immuable. C'est ainsi à chaque changement. Nous sommes attaqués. Cela fait partie des épreuves. C'est insensé. C'est pourtant la triste vérité. À vrai dire, votre attaque a été l'une des moins sanglantes subies dans notre histoire, et vous vous en êtes tenu à des objectifs purement militaires. À l'époque où l'actuel grand commandatore dut faire ses preuves en s'en prenant à nous, ce fut un vrai massacre. Notre peuple est las d'être l'éternelle cible des maîtres de Dektar I. Vous n'aviez pas l'intention d'attaquer Bieka le jour de la transmutation? Pour quelle raison? Les Biek n'y sont pour rien. Ces attaques ont toujours été l'œuvre des grands commandatores successifs. Le désastre pour nous, le mensonge perpétuel pour eux. Ils croient dur comme fer que nous sommes leur ennemi. Mais pourtant il y a bien eu des tractations entre vous et Bieka, vous ne pouvez pas le nier. Je ne le nie pas. Seulement ceux qui s'en sont chargés ont omis de préciser que nous voulions négocier la paix et non la guerre. Que savez-vous de Dektar II, ambassadeur? Dektar II, il y a du soufrinium. Elle a longtemps été en proie aux flammes. Aux dernières nouvelles, tous les feux sont éteints. J'ignore d'ailleurs comment les Bieks sont parvenus à ce tour de magie, car ils sont paralysés face au feu. Eh bien, un terrien aidé de Distarien s'est employé à les éteindre. Un terrien? Vous? Moi? Impressionnant. Cela ne m'étonne pas qu'il vous ait choisi. Je ne comprends toujours pas. Vous avez parlé de Dektar I. Parlez-moi de cette planète interdite. Oh, je ne sais que ce que tout le monde sait. Elle est interdite et seuls les grands commandatore savent comment y entrer et y en sortir. À part cela, il va m'y envoyer, selon vous? Il y a toutes les chances. Et si je m'enfuis? Je ne sais pas ce qui se passera. Mathias était perplexe. Bien entendu, bonimenté, parlementer, c'était la spécialité et la tâche principale d'un ambassadeur pour parvenir à ses fins. Mais son subconscient lui criait que le confédéré était sincère. D'ailleurs, il ajouta: « Je vous en prie, croyez-moi, vous avez détruit l'intégralité de nos croiseurs et la presque totalité de nos frégates. Sans eux, dans l'espace, point de salut pour nos chasseurs face à un seul bâtiment lourd. Surtout face aux dernières inventions des Bieks, dont vous semblez être en possession, parfaitement camouflés. Prenez-moi en otage si vous voulez. Il n'est pas question de prendre des otages. Ça ne fait pas partie de mes méthodes. Écoutez, je vais effectuer un survol de votre planète en votre compagnie, afin de m'assurer que votre potentiel militaire ne présente plus aucun danger pour les Bieks. Ensuite, si tel est le cas, nous lèverons le camp. Toutefois, si vous avez menti, que vous en prenez aux Bieks le jour de la transmutation, je saurai me rappeler à votre bon souvenir. La patrouille Djarka s'abattra sur vous avec encore plus d'acharnement. Je vous assure que... Mais, interrompit Mathias, si vous m'avez avoué la vérité à propos de ma soi-disant manipulation, je saurai aussi m'en souvenir. Que voulez-vous dire? Je suis un terrien, je ne suis pas un Biek. Si le grand commentatore tente une quelconque manipulation, je lui ferai regretter amèrement. S'il vous a choisi, vous êtes déjà perdu. Pourquoi? Parce que désormais,
Vous faites partie de l'univers de Dectar 1. C'est une puissance incommensurable qui la fait palpiter. Il n'est jamais trop tard pour combattre. Restez en position, je viens dans 5 minutes. Chapitre 6. Au bercail. Mathias était conscient de sa responsabilité. L'entretien avec l'ambassadeur Sectus et l'accord obtenu avaient été soigneusement tenus secrets. Le pompier, peu après avoir coupé la communication avec le haut dignitaire confédéré, s'était envolé pour une minutieuse inspection du champ de bataille. Le spectacle hallucinant de bâtiments éventrés en feu, les croiseurs, les frégates hors d'usage, Mathias put filmer tout ce qui l'intéressait. Il se rendit à l'évidence. Ce peuple ne possédait pas un pouvoir militaire écrasant, mais un potentiel comparable à peine à celui des Bièques. Lui et les Distariens l'avaient réduit en fumée à 85%, et non à 20%, comme ils l'avaient envisagé au départ. Leurs ordinateurs avaient largement surestimé le nombre de vaisseaux ennemis. Une surestimation volontairement programmée? Les deux appareils survolant le champ de bataille se séparèrent au bout de 3 heures. Mathias déclara que lui et les siens resteraient en orbite jusqu'à ce que le jour de la transmutation fût achevé. Si rien ne se passait, Mathias rentrerait sur Bieka, en annonçant une victoire totale et sanglante, grossissant volontairement les faits, afin que les confédérés s'en tirent sans trop de dommages s'il avait réellement été floué. Ils restèrent jusqu'au jour de la transmutation. Les confédérés tinrent parole, et ne manifestèrent ni n'engagèrent d'hostilité à l'encontre de leur agresseur. Au matin suivant, sortant de leur torpeur, les Bièques découvrirent que ce diable de terrien, accompagné par de non moins intrépides Distariens, avait réussi à sauver leur vie. Mathias était désormais célèbre. Mensonge ou réalité? Ni Mathias ni les Bièques ne le sauraient puisque le pompier, à la tête de son escadrille, avait cloué au sol les forces confédérées. C'était un fait. Le gouverneur Martial trouvait le communiqué de presse des vainqueurs assez laconique. Le ton renfermait une pointe d'amertume. Mais pourquoi donc? Après l'exploit de Mathias et de ses fidèles supporters, il ne pouvait pas lui refuser un retour sur Terre. Le terrien était pressé de partir. Il souhaitait récupérer les terriens, 15 en tout, prisonniers dans les zoos et rentrer au bercail. Les Distariens, de retour sur Bieka, le soutenaient fermement dans sa démarche. Le grand commandatore en personne avait confirmé la bonne nouvelle sur l'ensemble des médias. Mais pourquoi Mathias ne revenait-il pas sur le Vega? Dartor Ubda, s'exclama Martial, en croisant l'homme devenu âgé. Il faut que je vous parle. De quoi donc? Fit semblant d'ignorer le pilote instructeur. Du terrien, Mathias. Il m'inquiète. Pourquoi? Il ne vient pas à notre rencontre. Il a transmis un rapport impersonnel accompagné des prises de vue de la bataille, et rien d'autre. Que voulez-vous de plus? J'attendais qu'il vienne en héros. Il garde la tête froide, voilà tout. C'est un modeste. Il reste dans l'Astrion, moteur allumé, mais pourquoi? Pour partir dès qu'il le pourra. Je jurais qu'il a peur d'en être empoché. Est-ce le cas, gouverneur? Le gouverneur en avait trop dit, mais se ravisa en mentant à moitié. Je ne sais pas. Il n'ignorait pas l'usage bièque, immuable. Le grand commandatore, atteint par la limite d'âge, devait désigner, former un successeur. Il fallait un homme ou une dame de fer, une main d'acier dans un gant d'acier capable de maîtriser, de diriger le destin d'un peuple. De quelle façon procédait-il à l'élection de son successeur? Le secret était bien gardé. Le grand commandatore avait-il choisi un terrien? Ce serait la première fois qu'un nom bièque accéderait à la fonction suprême, et pas le moindre des hommes, celui qui leur avait sauvé la mise et la vie à tous. Si Mathias figurait en tête de la liste des remplaçants, il se faisait des illusions à propos de son retour sur Terre. Il n'aurait jamais lieu. Il serait immédiatement happé par Dectar 1, d'où il ressortirait avec le grade de grand commandatore, ou ne ressortirait pas. Nous pourrions y aller, si vous tenez à le voir, suggéra Dartorubda. Ah,
Vous brûlez d'envie de l'accompagner sur Terre, n'est-ce pas? Je ne vous cacherai pas que cette idée m'enchanterait. J'ai participé en tant que pilote à son enlèvement. Il m'a sauvé la vie à 2 reprises, et épargné à mes fils une mort certaine. Mais, que pensez-vous de cette rumeur, vous savez? Quoi? Comme quoi sa planète serait détruite? Oui. Il n'y a qu'une façon de vérifier. Elle est sur place. Si, sa planète, enfin, si c'est vrai, vous pourriez le ramener sur Bieka? Quel autre choix aurait-il? Rester dans un enfer irradié, sans survivants? Ou vivre ici, sur une planète dont il connaît maintenant la langue et certaines coutumes, parmi un peuple où il est considéré comme un héros? Je pense sincèrement qu'il reviendrait. Dartor avait failli dire « reviendra ». Les rumeurs étaient souvent fondées sur des faits précis. Comme lui, les pilotes au long cours sillonnaient la galaxie et rapportaient des nouvelles exactes, parfois déformées au fur et à mesure de leur transmission orale. Ils ne croyaient plus en l'existence de la planète bleue. Comment gérer la situation? 2 Douchka, une sur Terre, l'autre devant lui, attendant un bébé de lui. Quel casse-tête chinois. Sur Terre, Douchka attendait peut-être aussi un enfant. Douchka, devant lui, patiente, espérait qu'il lui ouvrirait enfin ses bras, mais en vain. Il paraissait plongé dans de terribles et angoissantes pensées, agité par les remous de l'infidélité. Prisonnière sur une planète hostile, sans espoir, elle s'était accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage, et s'était livrée à lui corps et âme. À présent, les données du problème étaient totalement changées. Ils allaient lever le camp et voguer vers la Terre. Il retrouverait sa femme légitime. Elle serait rangée au rayon des souvenirs. Résignée, elle baissa les yeux. C'est alors qu'elle entendit l'invitation qui réchauffa son cœur. « Viens !» Elle s'avança sans se hâter, craignant qu'il ne change d'avis. Elle se blottit contre lui. Il n'avait pas changé. Il assumait ses actes, y compris sa paternité illégitime. Elle croisa son regard et y vit une lueur d'inquiétude. Il était en proie à la torture infligée par 1000 questions. Lesquelles? Facile à deviner, pensa Douchka. Il connaît la rumeur selon laquelle la Terre n'est plus. La mort des nôtres, l'obligation de revenir ici, alors qu'il s'est battu pour sa liberté. Si notre planète a été anéantie, il sera forcé de revenir. Ce sera un échec dans sa tentative d'affranchissement. L'échec était une hypothèse selon Mathias, pas une fatalité. Pourtant il avait hâte de vérifier. En tenant la jeune Russe, il ne pouvait s'empêcher de penser à la satisfaction qu'il éprouvait à les avoir avec lui, elle et ses 15 terriens, arrachés à leurs conditions par sa seule bravoure. Dartor Ubda se présenta et fut accueilli par un large et sincère sourire. Le Biek ressentit le malaise habitant le pompier. C'était comme si la cuirasse rassurante de l'homme était affligée d'une brèche, d'un orifice, par lequel entrait le doute, la suspicion, l'inquiétude. Dartor pensa que cela s'estomperait dès qu'ils auraient pris leur envol. Kebrik, l'homme de confiance de Mathias, était à la barre. Tels d'inamovibles et fidèles serviteurs, les Distariens suivaient leur chef, à l'unanimité. Pure superstition ou dévotion absolue, ils se sentaient protégés par le terrien, et préféraient l'avenir plus brillant à ses côtés que le retour à la vie paysanne sur leur planète. Et puis, un équipage minimal était indispensable pour manœuvrer la frégate. Dartor Ubda seul n'aurait pas pu la ramener à son point de départ. De plus, il était hors de question d'abandonner la frégate à la curiosité des autres terriens. Mathias avait décidé que son peuple, étant donné sa déraison habituelle, était inapte à recevoir une pareille invention. À n'en point douter, Français, Russes, Américains ou toute autre nation s'empresserait d'analyser la frégate et de la reproduire en autant d'exemplaires que nécessaire pour éradiquer leurs voisins. Tous avaient revêtu une combinaison spéciale leur permettant d'encaisser sans dommage une accélération extraordinaire. Elle leur permettrait de franchir la vitesse de la lumière en une demi-heure contre une moyenne de 3 jours sans protection. Sanglés sur leur siège, les terriens dédaignaient Bieka qu'ils espéraient ne plus revoir. Fantasme ou délivrance réelle, ils le sauraient dans 3 jours seulement, grâce à l'engin plus rapide qu'un simple vaisseau de transport. Douchka se tenait à côté de Mathias,
à l'avant de l'appareil. D'Arthur était à l'écart, conservant un simple rôle d'observateur, depuis qu'il avait ressenti cette indéfinissable distance installée entre lui et le pompier. C'était comme un dérèglement. Ils ne communiquaient plus sur la même longueur d'onde. Il s'interrogeait toujours. Mathias avait une épouse légitime sur la Terre, mais il était persuadé que ce n'était plus la source d'inquiétude majeure. Dans 3 jours, il saurait. Cabric introduisit la carte électronique dans l'ordinateur de bord d'Astrion. Quelques secondes plus tard, les moteurs entamèrent la poussée graduelle. Bieka-la-Rose se transforma rapidement en une simple dragée dans le firmament, puis un grain de poussière, et disparut enfin des écrans. « Où est la Lune » s'exclama Douchka. Les terriens reconnaissaient les planètes de leur bon vieux système solaire. Saturne et ses anneaux, Jupiter et sa tache. La barrière d'astéroïdes reste une ancienne planète située entre Mars et Jupiter. Mars elle-même, rougeâtre et dotée d'une calotte polaire. Et maintenant, la Terre. Mais point de lune. Quel était ce mystère? Où se trouvaient les nombreux satellites de Jupiter et Saturne? Il y en avait à peine 6 à L2. Curieux. La Lune, cet astre d'argent ayant illuminé de ses lueurs cendrées tant de regards amoureux, inspiré tant de poètes et fasciné des milliers d'astronomes, avait-elle été victime d'une quelconque expérience humaine? Était-elle devenue la décharge incontrôlée des rebuts atomiques? L'Astrion effectua une révolution complète au-dessus de la planète bleue sans trouver notre compagnon nocturne. Si le satellite avait volé en éclats, il subsisterait des traces, des roches un peu partout aux abords de la Terre, comme entre Mars et Jupiter. L'intégralité des restes ne pouvait pas s'être dispersée dans un laps de temps aussi court, même si la destruction de la Lune était survenue 1 heure après son enlèvement. Était-il concevable qu'une force étrangère ait pu arracher la Lune à son orbite? Quel peuple aurait eu intérêt à voler le satellite? Pourquoi? Pour la roche lunaire? Et surtout comment? Même les Bièques, à la technologie prodigieuse, auraient été incapables d'un tel exploit. Tout cela me dit rien qui vaille, pensa Mathias à haute voix. C'est curieux, nota Cabric. D'après l'ordinateur, il devrait y avoir un satellite autour de la Terre. Oui, un satellite naturel et des centaines d'artificiels, gravitant à des altitudes plus ou moins basses. Eux aussi se sont volatilisés sans laisser la moindre trace. Les détecteurs d'Astrion ne sont peut-être pas assez précis pour les trouver. Que peuvent-ils voir à cette distance? Des objets d'une taille supérieure au mètre. C'est amplement suffisant. La plupart des satellites fonctionnent grâce à des panneaux solaires. Ils mesurent plusieurs mètres d'envergure. Je comprends pas, acheva Mathias, incapable de trouver les mots pour décrire ce qu'il ressentait. Cabric lui proposa de survoler rapidement les zones habitées, sans éveiller l'attention des terriens. Mais Mathias l'avait déjà devancé dans les pensées et dans les actes. Tel un zombie captivé par une étrange musique, un robot programmé pour une tâche unique, il se dirigea vers le pont d'envol. Malgré l'accélération encaissée, Mathias n'hésita pas à se ruer hors de l'Astrion à la vitesse de l'éclair. Au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires, il se précipita dans l'atmosphère terrestre. Il commanda à l'ordinateur d'analyser l'air qu'il traversait. La réponse ne tarda pas à venir par le biais d'une voix à l'accent trahissant sa conception bièque. Azote, 60%. Gaz carbonique, 39%. Gaz rare, 1%. Pas d'oxygène? Négatif. Présence de radiation dangereuse. Protection activée, annonça l'ordinateur. Radiation, pensa le pilote, attentif à tout ce qui se passait, craignant un événement inattendu. Seigneur, ils l'ont fait. Ils ont fait péter leur saloperie de bombe atomique, réduisant tout à l'état de cendre. Le choc a dû être terrible. Assez puissant pour que la Lune soit vaporisée, ou se précipite sur la Terre, ou se décroche de son orbite. Le souffle a dû balayer la Terre, la rendant lisse comme une boule de billard. Oui, c'est arrivé. Pour s'en convaincre, après une brève hésitation face à la peur de découvrir l'inexistant, l'inconnu, il passa au-dessous de la couche nuageuse. Il découvrit l'océan. Il remonta en flèche, songeant qu'il serait plus facile de reconnaître les terres émergées en gagnant de l'altitude.
Cabric suivait, fidèle comme une ombre. Mathias repéra la botte de l'Italie. Elle était plus étroite. Au-dessus, la France était devenue méconnaissable. Toute la façade atlantique avait disparu sous des milliards de mètres cubes d'eau, ensevelissement consécutif à la fonte des deux pôles. Il plongea de nouveau. La température extérieure, à 10 000 mètres d'altitude, frisait les 40 degrés. Autant parler de fournaise au niveau de la mer. De la Grande-Bretagne ne subsistait guère que l'Écosse. De la France, les Pyrénées, le Massif central, bref tous les massifs montagneux et les plateaux émergeant de l'immensité océanique. Il piqua vers les lieux supposés abriter de grandes villes. Il ne trouva que des pierres, du béton explosé, du métal torturé, fondu. Les villes, la terre entière, semblaient être passées entre les mains du sculpteur César pour finir en compression. Son cœur se serrait de plus en plus face au spectacle de désolation. On était loin de Verdun et de ses trois rats, loin de la Seconde Guerre mondiale et de ces cortèges d'exilés fuyant au sud leur ennemi progressant à la vitesse de l'éclair. Des survivants se terraient-ils quelque part? Mathias posa la question à l'ordinateur de bord. La réponse fut sans appel. Impossible. Même des abris souterrains enterrés à 5 mètres de profondeur auront été arrachés par la violence des explosions. Il y a de très nombreux impacts. C'est incompréhensible. Quoi donc? Qu'est-ce qui est incompréhensible? La Terre aurait dû exploser. Des impacts aussi nombreux, même successifs, auraient dû déclencher son explosion. À moins que... Vas-y, explique, ordonna Mathias. Quelle était la puissance des bombes? Je ne sais pas, plusieurs mégatonnes. Quelle importance? Nous savions tous que les Russes ou les Américains avaient à eux seuls de quoi faire sauter la Terre plusieurs fois. Alors la survie est inexplicable. Autant que la disparition de la Lune. Pourquoi aurait-elle été détruite alors que la Terre a survécu? Enfin, c'est bizarre. Tout ça, ça ressemble à une mise en scène parfaitement orchestrée. Enfin, imparfaitement orchestrée. Comme si on avait manqué de temps ou de moyens pour tout mettre en œuvre. Lance la procédure d'atterrissage. Je veux vérifier si tout cela est bien réel. Mathias s'approcha des plages du Limousin, remplaçant désormais celles de Charente-Maritime et de Vendée. Il se posa sur le sol poussiéreux. Plus un brin d'herbe, pas un arbre. Logique, étant donné l'absence d'oxygène, et la couche de poussière masquant les rayons du soleil. Il sortit les chenillettes de sa navette exploratrice et progressa comme s'il conduisait un véhicule, lunaire, étant donné l'aspect cendré du paysage. Tout était terriblement réel. La surface de sa chère planète était aussi pelée qu'un mouton après la tonte. Un bref instant, en songeant à la mise en scène, il avait cru que tout serait effectif, une sorte d'hologramme grandeur nature d'origine bièque. Malheureusement, cela n'avait rien d'un hologramme. La navette, muée en engin explorateur tout-terrain, encaissait les aspérités avec rudesse. Les amortisseurs étaient conçus à l'américaine, il sautillait. Il roula ainsi pendant 5 minutes, à vive allure. Inutile d'en faire davantage. Tout le paysage était identique, quel que soit l'endroit où il portait son regard. D'un geste rageur, il rentra les chenilles et décolla. Il fonça vers l'ouest, vers les États-Unis. Le désert du Nevada s'était étendu à l'ensemble du continent américain. Non que la Terre en ait pris la couleur rougeâtre, mais plutôt son aspect et sa radioactivité élevée. Le Nevada était le lieu habituel des expériences atomiques, si on peut parler d'expérience. Une expérience amoureuse est agréable, une expérience atomique beaucoup moins. Le Nevada était aussi l'endroit où les barbecues grillent les saucisses et le maïs, mais aussi les marines et les GIs. Des grandes villes ne subsistaient que des gravats impossibles à identifier. Des grands lacs ne subsistaient que des cloaques boueux, où ne gigotaient même pas quelques espèces mutantes et difformes. Mathias demeurait muet comme une carpe. Durant de longues minutes, il se contenta de survoler à vitesse réduite les immensités qui furent celles des États-Unis ou du Canada. Puis d'un coup, faisant fi de l'accélération, il se porta dans l'hémisphère sud. Il croyait, à tort ou à raison, que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de par leur éloignement, auraient pu survivre à l'holocauste nucléaire. Avant même d'y arriver, il était convaincu de l'inutilité de son geste. À quoi bon? En entrant dans l'atmosphère,
L'ordinateur lui avait indiqué que la température et le taux de radioactivité dans la stratosphère étaient énormes. Il était à peu près constant sur l'ensemble des territoires. La terre des kangourous et des koalas ressemblait aux autres continents. L'Océanie avait eu droit, elle aussi, à sa part d'impact et de terreur. Cabric tournoya dans le ciel, silencieux. À juste titre, il rompit le silence. « Mathias, je suis désolé pour ta planète, c'est terrible. Vos armes ont absolument tout ravagé. »« Ravagé » répéta le pompier, pris dans un cauchemar dont il ne parvenait à se dépêtrer. « Je pense que ça sert à rien de rester ici, ça te fait du mal. Nous devrions rentrer sur l'Astrion. »« Tu te rends compte ? Cabric, tu te rends compte ? Il reste moins de 20 terriens. Il y en a peut-être d'autres ailleurs que dans le système de Bieka. Tu sais, les pirates officient sans contrôle. Ils envoient leurs prises un peu partout. Si ça se trouve, il y a peut-être une cinquantaine ou une centaine de personnes disséminées dans l'espace. Ouais. Et qui espèrent revoir leur patrie alors qu'elle n'est plus qu'un souvenir. Mathias alternait ainsi phase de parler à voix haute et pensées profondes et secrètes. Mais toutes les phrases avaient la même couleur, celle du noir, celle du désespoir. Assister à un spectacle aussi affligeant était un véritable supplice. Il songea à explorer les fonds sous-marins, mais la navette n'était pas prévue pour la propulsion sous-marine. Il abandonna et suivit les conseils de Cabric en quittant la terre, la mort dans l'âme. Que dire aux autres? Que dire? Il était seul dans sa cabine, comme au commencement. Prisonnier de lui-même, prisonnier des Bieks. Jusqu'à quel point? Comment réagir? Il ne pourrait pas rester éternellement à bord de l'Astrion. Cette frégate disposait d'une autonomie limitée à 6 mois en vivre. S'implanter sur la Terre aux conditions de vie désormais infernales tiendrait du suicide. Fuir ailleurs, au hasard, ou même piloté par l'ordinateur de navigation de l'Astrion, pourquoi pas, mais il prenait le risque d'être rejeté partout où il mettrait les pieds en arrivant à bord d'une machine de guerre. Il n'avait pas envie d'occuper un territoire par la force, il avait déjà causé suffisamment de dégâts aux Confédérés, par sa maladresse et par la faute de cette diabolique puissance de feu. Alors, que restait-il? Un choix unique et logique s'imposa à lui. Rentrer sur Bieka. Trouver un emploi, se former à des techniques nouvelles, pour lui, terrien, cela ne manquerait pas. Écouler des jours tranquilles auprès de Douchka. Il s'intégrerait au Biek, ne serait pas trop déraciné. Il devait se faire une raison. Le nez collé à la vitre, s'embuant progressivement, il regarda la planète bleue à s'en brûler les yeux. Les larmes d'impuissance achevèrent de troubler sa vue. Il rêva des jours où elle existait, où tout allait bien, même si cela n'était pas parfait. À quoi bon ressasser éternellement des vieux souvenirs? Pourtant, au fond de lui, il imaginait la détresse partagée par ses compatriotes. Lorsqu'on a ses habitudes, on ne tient pas à les perdre. Qu'on chamboule tout du jour au lendemain, et on perd instantanément tous ses points de repère. On redevient un enfant abandonné au milieu d'une foule hostile et étouffante, sans sa mère. Ses compatriotes s'en étaient remis à sa décision. Il avait tenu à rester quelques instants seul dans sa cabine, loin du tumulte causé par l'effroyable nouvelle. Il devait se décider, réfléchissant si possible. Mais il n'avait ni l'envie ni le courage. Il se tourna vers le multipédia connecté à l'ordinateur de bord et ordonna la mise en route des moteurs de préchauffage. À l'extrémité de l'Astrion, le soufrinium s'embrasa pour produire une chaleur confinée dans un champ magnétique, atteignant plusieurs dizaines de millions de degrés, en quelques secondes. La fusion de l'hydrogène s'amorça. Douchka s'adossa contre la paroi métallique grisâtre près de la porte, une jambe repliée contre le mur. Elle attendit que le pompier décide de la déverrouiller. La nouvelle l'avait ébranlée, bien qu'elle n'ait pas foulé le sol mort et irradié. Ils croyaient tous Mathias lorsqu'il affirmait que, aller là-bas, les aurait tous affligés. La destruction de leur patrie n'avait qu'une seule contrepartie, mais non négligeable. Cela résolvait le problème de son avenir, et celui de l'enfant qu'elle portait vis-à-vis de Mathias. Il ne l'abandonnerait pas. L'aurait-il fait? Elle ne le saurait jamais. La porte s'ouvrit, et sans même qu'elle ait eu le temps de dire quoi que ce soit, elle fut happée à l'intérieur de la petite pièce, tirée par le bras.
Il agrippa ses mains et se colla contre elle, la coinçant entre sa poitrine et le mur. La pression de ses lèvres contre celle de la jeune femme renfermait quelque chose de pathétique, de désespéré. Elle ne résista pas, au contraire. Elle le tint par la taille, comme pour lui prouver qu'elle soutenait son homme corps et âme. Il songea aux mots prononcés par l'ambassadeur des Confédérés. S'il vous a choisi, vous êtes déjà dans Dectar 1. Qu'était-ce donc que Dectar 1 réellement? Seulement un astre comme les autres, un peu plus secret selon la rumeur ou les légendes. Était-ce autre chose? Est-ce que Dectar 1 était responsable de la destruction de la Terre? Bon sang, impossible, ce n'était qu'une planète. Il délirait. Il se faisait des idées. L'ambassadeur lui avait raconté une histoire abracadabrante pour s'en sortir sans trop de dommages. Les confédérés s'étaient tenus tranquilles parce que militairement ils étaient surclassés, voilà tout. On repart sur Bieka? Questionna Douchka. Oui. Je ne sais pas ce que je vais y faire. Je ne tiens pas à refaire le singe aux oiseaux, si tu vois ce que je veux dire. Tu pourrais entrer dans la flotte marchande? Ouais, c'est une idée. Nous verrons plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends que la destruction de la Terre nous a tous affectés, mais... Tu ne sens pas dans ton assiette. Mathias se faisait aussi bavard qu'une porte de prison. Ces sensations indescriptibles, génératrices de malaise. Il se sentit attiré par Bieka, comme le métal soumis aux contraintes attractives d'un aimant. Non, pas vraiment ça, comment dire, comment décrire. On aurait dit qu'il avait avancé comme en étant attaché à un immense élastique, et qu'à présent, fortement éloigné de son point de départ, le caoutchouc atteignait sa tension maximale et n'aspirait plus qu'à une seule chose, ramener le pompier à la case départ. Il ne souhaitait pas revenir sur Bieka, mais il fallait qu'il le fasse impérativement. Il sentait une force invisible poussant au retour. Plus le temps passait, plus cela devenait urgent. Qu'est-ce qui lui valait cette sensation de tension? Plus il se posait de questions, moins il comprenait. Le vaisseau s'était lancé à toute allure, sillonnant déjà le vide interstellaire séparant le système solaire de son plus proche voisin. Il étreignit Douchka avec la passion du désespoir, espérant trouver dans ses bras un refuge, un oubli, un havre de paix. Il tremblait pour elle, pour l'enfant à naître. Il tremblait à cause de l'image obsédante de Dectar 1, cette drôle de planète blanche et polie comme un diamant, ainsi qu'à cause des prophéties de l'ambassadeur des Confédérés. Prophétie, le terme utilisé dans ses pensées. Il y a parfois une part de vérité dans une prophétie, songea-t-il. Cela lui fit froid dans le dos. Avalé par l'espace, l'Astrion avait traversé les distances plus rapidement que l'éclair. Et plus rapidement qu'elle allait. Bizarre. À bord, l'ambiance tournait franchement à la morosité. Mathias n'avait cessé d'observer Dartor, Douchka, Kabrik et les autres occupants du vaisseau. Un détail de taille l'avait chiffonné, surpris. Personne n'avait mentionné la Terre pendant le vol. Avaient-ils oublié leur peine pour leur chère planète? Étaient-ce les mêmes hommes et les mêmes femmes jubilant au départ comme des enfants devant la vitrine d'un confiseur? Mathias commençait sérieusement à douter. Ce voyage ressemblait de plus en plus à une parodie. Douchka se montait très câline, presque trop. Les autres très affables, trop courtois. Tous faisaient en sorte qu'il ne revienne pas sur sa décision de faire route vers Bieka, en l'assurant d'avoir fait le bon choix. Trop curieux pour être normal. Constamment surveillé, sans en avoir l'air, il avait eu du mal à s'échapper et à s'isoler dans le poste de commandement. Il avait retiré la carte électronique permettant le guidage automatique dans la galaxie et avait repris le contrôle manuel. Amorçant un virage sur la gauche, la machine avait immédiatement corrigé. Comme ces Airbus A320 interdisant toute manœuvre dangereuse transgressant une règle de sécurité? Non, l'ordinateur n'ignorait pas qu'il se trouvait dans une zone de vide interstellaire totale, et que quelques cabrioles bien innocentes ne mettraient pas en péril le vol. Il ne put conclure qu'à une seule chose. L'Astrion était programmé ou télécommandé pour entrer sur Bieka. Il s'attendait à une surprise désagréable. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Certes, d'autant plus que cette soudaine perte de puissance a diminué l'intérêt du jeu. Nous aurions pu le prolonger davantage pour notre plus grand plaisir.
Je vous rappelle qu'il s'agit de ma succession, c'est vital. Vous savez, tout comme moi, que le jeu cessera de lui-même si un nouvel élément n'y est pas introduit avec une régularité exemplaire. Je sais cela aussi bien que vous, mais trouver un remplaçant n'est pas une chose aisée. Le mettre en condition pour assumer ses tâches n'est pas facile non plus. En plus, que ce soit un terrien, un non-biec pour la première fois, c'est une vraie gageure. Le tour de force nécessite des moyens considérables. Vous ne nous facilitez pas le travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quoi? Cela rend le jeu plus excitant, n'est-ce pas? Qu'en pense le sieur Détaïeff? L'ancien commandant de la flotte marchande s'avança. Je préfère être ici à jouir, plutôt qu'à jouer les faux traîtres acquis à la cause de ces pauvres airs de confédérés. Il est vrai que notre plaisir est décuplé. Ce terrien, aux réactions imprévisibles, nous donne du fil à retordre, nous fait découvrir de nouvelles facettes du jeu. C'est très enrichissant. Nous en garderons un souvenir impérissable. Il approche. Je compte sur vous pour bien le former. Soyez sans crainte. Chapitre 7. Aux sources du pouvoir. Les souffrances débutèrent 1 heure auparavant. D'horribles migraines, accompagnées de voix chuchotant dans son dos. Douchka s'agenouilla à son chevet. Elle ne sut que faire, ni que dire. Une crise intérieure et incontrôlable l'agitait. Tout à coup, tel un automate obéissant à un signal radio, il se leva. L'agitation était tombée, comme par magie. D'un pas décidé, il traversa les coursives du vaisseau. Il fila droit vers le hangar où attendaient les chasseurs et bombardiers, inutilisés depuis leur raid sur les confédérés. Il s'installa à bord d'un engin et patienta. Au bout d'1 minute, l'Astrion ralentit et passa en dessous de la vitesse de la lumière. La décélération annonçait le retour dans le système de Bieka. Au même instant, Mathias mit les gaz, répondant à un inaudible ordre d'un invisible contrôleur du ciel. Il inclina son chasseur vers le bas, en direction de Dectar 1. À bord de l'Astrion, ses compagnons de voyage affichèrent un air anodin, à la limite du dédain. Leurs visages paraissaient irréels. Ils s'évanouirent doucement, comme le brouillard chassé par le vent. Lorsqu'il reprit conscience, Mathias était allongé sur un sol spongieux mais sec. Que s'était-il passé? Ah, il était dans l'Astrion, oui. Ensuite dans le chasseur, il se dirigeait vers Dectarin, la mystérieuse planète. Comment diable cette planète avait-elle l'éclat et la blancheur du diamant, alors qu'elle était recouverte d'une brume bleue? C'était incompréhensible. Et ce sol mou comme une éponge à vaisselle, mais sec comme les décisions d'un ministre du budget, il ne ressemblait à rien. Les bancs de brume bleue le cernaient. Il n'y avait pas l'ombre d'un objet, la moindre habitation, la moindre âme. Il se releva et se mit en devoir d'explorer Dectar 1. Il choisit une direction au hasard, espérant qu'elle le mènerait quelque part. Cela ne dura pas longtemps. Il heurta de plein fouet un de ces satanés invisibles murs dont les Biecs avaient le secret, source de mauvais souvenirs. Inutile de chercher à traverser. Avec 1000 précautions, il longea le mur en l'effleurant d'un doigt. Il marchait depuis 1 heure. Durant ce laps de temps, il avait eu plusieurs fois l'occasion de faire le tour du propriétaire. Sa prison sans issue se constituait d'un carré d'environ 200 mètres de côté. Il avait ratissé le terrain au pas de course et n'avait rien découvert. Il déambulait sur une maxi-éponge envahie de volutes bleues semblables à la fumée de cigarettes, l'odeur en moins. Une femme émergea du brouillard, une splendide créature blonde aux cheveux longs et ondulés, au corps de déesse à peine masqué par une toge romaine, savamment ouverte aux endroits les plus subjectifs. En la voyant, Mathias ne put s'empêcher de renvoyer Marilyn Monroe au rayon des poupées usées et déglinguées. « Bienvenue sur Dectar 1, lui dit la jeune femme, d'une beauté si irréelle qu'on l'aurait cru sortie de l'imagination d'un dessinateur. « Qu'est-ce que je fais ici? Tu es là pour succéder au grand commandatore. Je vais t'assister dans ta formation. »« Ma quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Où sont mes compagnons? » ?»« Ils sont sur Bieka. »« Pourquoi? Pourquoi ne sont-ils pas venus? » ?»« C'est impossible. Ils mourraient en pénétrant sur cette planète. »« Ah, j'oubliais, dit-il en touchant le bras de la jeune femme, histoire de vérifier si elle était bien réelle. « Elle l'est. Mince alors, pensa-t-il. C'est Miss Monde ou quoi ?» Puis, à haute voix, il s'expliqua. «
J'oubliais que seuls les grands commendatorés, actuels ou futurs, peuvent atterrir sur Dectar 1. C'est exact. Toi, qui es-tu? Je suis ton guide. Je t'aiderai à comprendre ce qu'on attend de toi. Ce qu'on attend de moi, pensa Mathias. La beauté avait donc des supérieurs lui donnant des ordres, des consignes à suivre. Elle représentait les interlocuteurs à atteindre. Elle était sûre d'elle, sûre d'eux. Il les décontenancerait à outrance. C'était sa seule chance d'en sortir. Qui me prouve que tu dis vrai? Moi, répondit une voix dans le brouillard. Un homme s'approcha, un biek, que Mathias reconnut immédiatement. Grand commendatoré, s'étonna le pompier. Oui, c'est moi. Que dois-je comprendre? Que signifie votre présence dans ces lieux? Ma tâche est achevée. Dectar 1 en a décidé ainsi. Il faut un successeur à la tête des Bieks. Par ta bravoure, ta force, ton ingéniosité, tu t'es révélé apte, digne de confiance pour accomplir cette tâche. Cela te sera d'autant plus aisé que pour le peuple Biek, pour les Distariens, tu es devenu un héros. Cela me servira-t-il à user et abuser de la perfidie, du mensonge, à mon tour? J'ignore ce dont tu parles, jeune terrien. Ces notions n'auront plus de valeur pour toi. Tu vas apprendre à juger, à décider en toute partialité, en n'écoutant que ta propre conscience, suivant les préceptes enseignés par Dectar 1. Et si je refuse? Tu ne peux pas. Tu vas désapprendre et apprendre. Nul ne peut sortir d'ici sans le titre de grand commendatoré. En échange, à l'issue de ton règne, tu auras la vie éternelle en ces lieux, ainsi que je vais en bénéficier dès à présent. Très réjouissante cette perspective de devoir vivre une éternité dans ce paysage cauchemardesque. Détrompe-toi, il y a d'immenses beautés au-delà de ces murs. Cela m'importe peu. Tu ne sembles pas apprécier l'honneur qui t'est offert. Il n'y a rien d'honorable à subir un emprisonnement, même s'il y a lieu dans un univers doré. Alors que veux-tu? Retourner auprès de ma compagne, auprès des autres terriens, vivre normalement si possible. Retourner auprès des tiens? Mais bien sûr, dès que tu auras reçu ta formation. Seulement, tu auras la plus haute distinction, les plus hautes responsabilités qu'un homme puisse imaginer. Quelle responsabilité? Celle de donner la mort à d'innocents pacifistes, juste armés pour assurer une défense minimale? Aller donner du canon faisant croire aux Bieks que les confédérés représentent un danger? Le grand commendatoré esquissa un pas en arrière et changement franchement de couleur. Du transparent laiteux qu'il affichait d'ordinaire sur son visage, il vira carrément la transparence médusienne. Quelle que fût sa réponse, Mathias était persuadé qu'elle ne pourrait pas cacher son trouble évident. Il avait mis le doigt sur un point crucial, le mensonge dans lequel il baignait depuis un certain moment, un mensonge trop cru, trop brut, dans lequel on tentait de l'enfoncer davantage. Tout allait trop vite. Si on s'était appliqué à lui mentir à petite dose, pour le mettre en confiance, il aurait été dans de meilleures dispositions pour accepter cette curieuse réalité. Or, il avait le sentiment confus que son arrivée sur Dectar 1 avait été accélérée pour une question d'urgence. Pour quelle raison? Lorsqu'il aurait retrouvé ce qu'il estimait être une faiblesse, il pourrait peut-être échapper à la planète brumeuse. « Allons, dit le grand commendatoré d'une voix chevrotante, tu ne vas pas croire de telles balivernes. Tu vas voir, ton séjour sera extrêmement enrichissant. » Mathias ne l'écoutait plus. Il se fichait pas mal du programme des réjouissances. Sa seule préoccupation consistait à trouver un moyen de s'échapper. Pour lui, il s'agissait ni plus ni moins d'un retour à la case départ. Il était prisonnier, comme à son arrivée sur Bieka. C'était la seule donnée à prendre en compte. Alors que le Biek s'éloignait, Mathias en rajouta un peu plus en jetant de l'huile sur le feu. On ne pourrait pas me créer un autre guide? Celui-ci trop pulpeux, trop irréel pour paraître vrai. Le grand commendatoré ne se retourna pas cette fois-ci. Était-ce parce qu'il n'avait pas entendu, ou était-ce pour masquer qu'il serrait les dents? C'est un mauvais choix du grand commendatoré, s'exclama une voix. Pourquoi? Questionna le concerné. Attendez qu'il ait entamé sa formation pour le juger. N'oubliez pas qu'il deviendra l'un des nôtres, un jour. Je continue à contester ce choix. Nous ne possédons pas assez de données sur le psychisme des terriens. Celui-ci a des réactions inattendues, incontrôlées. Il est dangereux, surtout maintenant. Oui,
C'est d'autant plus dangereux que nous rencontrons des baisses de puissance passagères. Le jeu a failli tourner au désastre avec l'histoire de l'expédition. Que de péripéties mal orchestrées, mal conçues et imparfaites. Personnellement, le jeu m'a déçu. Ce n'était pas assez intense, assez véridique. Trop précipité. Un bien pâle mélodrame en vérité. Le choix du terrien ne peut être remis en question, tonna une voix grave. Le silence respectueux et attentif fit place à la querelle. Consire s'avança. Il décidait et présidait aux destinées de Dectar I depuis l'éternité. Consire était un être décacéphale, une monstruosité au sens réel et anormal du terme. Il possédait 10 visages aux traits harmonieux. La transparence de sa peau et la hauteur de ses crânes trahissaient des origines bièques, mais selon de toute évidence, il n'était pas directement natif de la planète rose. Les autres protagonistes constituaient une caste bien à part, ignorée du reste des bièques. Ils étaient écartés d'eux dès la naissance. Dès que Consire repérait leur spécificité, il les incorporait sur Dectar I. À cette cohorte de malades mentaux, de fous, triés sur le volet par Consire pour cette raison psychique, il fallait également compter les grands commentatorés en retraite. Ils se cachaient sur Dectar I et passaient leur temps à jouer entre eux ou avec le monde extérieur, grâce au pouvoir extraordinaire possédé par leur étrange planète, pouvoir qu'ils manipulaient par leur simple désir, ou lubie, pour être plus proche de la nature de ces désirs. Consire était à la tête de Dectar I et canalisait la puissance. Il était Dectar I. Il s'expliqua. Ce terrien était choisi par mes soins. Les jeux devenaient trop simples, trop prévisibles, trop répétitifs. Désormais, grâce à lui, nous allons vivre des moments extraordinaires, pleins de surprises. Qui s'en plaindra? Aucune voix ne s'éleva pour contester. Seul le grand commandatore s'étonna parce qu'il pensait avoir eu la primeur d'introduire le terrien dans leur jeu. D'ailleurs, alors que les fous de la planète se dispersaient en désordre, se rendant à leur poste d'observation pour jouir du spectacle, l'unique gouverneur suprême resta près de la curieuse créature. « Est-ce vraiment vous qui avez choisi cet homme ?»« Oui, dans l'une de mes nombreuses visions, il était présent et devait être appelé à un destin particulier. Comment pouviez-vous savoir où il se trouvait ? L'une de mes têtes connaissait son environnement. Ah ! J'ai envoyé un vaisseau l'enlever à sa terre. Mais cette planète est très grande, comment pouviez-vous trouver avec une telle précision ? L'une de mes têtes abrite l'esprit d'un être au destin grandiose, qui naquit dans une île près de son rivage. Un être qui fut le principal personnage de son pays, à l'aube du 19e siècle terrien, qui voyagea énormément et me permit de reconnaître le rivage où vivait ce terrien. Ma vision accompagna les bièques chargés de l'enlever. Ce fut un jeu d'enfant pour eux, de déterminer l'endroit exact à l'aide d'un puissant multimédia. Ensuite, j'ai permis la création d'un univers tout autour de cet homme. Je comprends mieux. Saviez-vous qu'il deviendrait grand commandatore ? Je l'ignorais, mais au fur et à mesure des épreuves que nous avons créées, il s'est révélé apte à la fonction. Cela s'est imposé aussi naturellement à mes yeux qu'aux tiens. Reste à savoir s'il saura s'acquitter de sa tâche. Il apprendra. Il apprend déjà. Le terrain n'affichait plus les mêmes limites qu'à son arrivée. Désormais, il errait sans fin. En songeant au mot « fin », il songea au mot « faim ». Il n'éprouvait ni faim, ni soif, ni besoin impérieux. Ses fonctions vitales s'étaient-elles suspendues ou étaient-elles satisfaites par un moyen inconnu ? Ce tour de passe-passe l'ébahissait au plus haut point. Décidément, Dectar I se révélait surprenant à plus d'un titre. Il discerna une forme dans le sempiternel brouillard bleuté. Une table et une chaise. Pas très surprenant pour une fois. Sur la table, il découvrit un énorme registre. Il l'ouvrit et jeta un œil. Il était déjà bien rempli et comptait de nombreuses pages vierges. Il lut les noms suivis de 3 colonnes. Pour chaque nom, une croix était apposée dans l'une des 3 colonnes. Les en-têtes se définissaient comme suit. Bonheur, travail, douleur. Était-ce une forme de jugement divin qui était appliquée à ces noms ?
Oui, tu vas devoir juger. Tu devras examiner la vie des personnes se présentant à toi et juger. Tu devras l'envoyer dans ce que vous nommez sur terre, l'enfer, le purgatoire ou le paradis, dit la blonde platine surgie de nulle part. Nous n'avons pas été présentés. Comment te nommes-tu? Le guide n'est pas ton seul sobriquet. Sous l'effet de la surprise, la femme parut réfléchir. Un robot ou un ordinateur ferait de même, prendrait quelques secondes, le temps que ses programmes trouvent une réponse valable à fournir, en fonction de paramètres tels que la consonance, la plausibilité, la compréhension, la facilité de prononciation, tout en ayant un œil sur la sécurité. « Sacris Tarax, dit-elle d'une voix outrageusement sensuelle. « Sacris Tarax. Bien, déclara-t-il un brin satisfait tandis que sa main droite s'était emparée du stylo et traçait les lettres sur le registre. En enfer, tonna-t-il en apposant une croix avec une jubilation non dissimulée dans la dernière colonne. La pinote disparut aussitôt. Mathias, savourant son initiative, ajouta à haute voix et intelligible, persuadé d'être entendu. À présent que je l'ai jugée, il est impossible que je la revoie. Sinon, cela signifierait que tout ceci n'est qu'une mascarade. Pour la suite des événements, il lui vint une idée lumineuse sur la tactique à suivre pour surprendre ses formateurs. Il s'assit tranquillement sur la chaise, le sourire aux lèvres. Consire serra les dents. 360 en tout, répartis sur les 10 têtes. Ferma les yeux et se concentra malgré la douleur de plus en plus insupportable. L'effort était trop intense, surtout pour la seconde tête. Elle donnait d'inquiétants signes de faiblesse. Depuis une semaine, ce diable de terrien, malheureusement sous-estimé, laissait les pénitents en transit dans l'immense place où il parvenait. Plus de 20 000 entassés contre les parois invisibles délimitant le terrain de Mathias. La pression qu'ils exerçaient contre ces parois était la source de la douleur. Consire ne pouvait pas créer plus de personnages. Si Mathias s'était plié au jeu, s'il avait accompli sa tâche avec rigueur et zèle, il n'en serait pas arrivé à un tel paroxysme. Pour la crédibilité, Consire avait dû continuer à imaginer de nouveaux arrivants. Il avait tenté de déstabiliser le pompier en créant des terriens issus de ses souvenirs. Hélas, Mathias s'était obstiné à ne pas croire, et à présent, la situation exigeait trop d'efforts mentaux. Tout à coup, 2 de ses têtes perdirent connaissance. Tout s'effondra comme un château de cartes. Mathias, assis sur sa chaise, cerné par des milliers de personnes, se retrouva soudainement à l'air libre, profitant des rayons du soleil, seul sur une verte prairie parsemée de fleurs et entourée de vallons. Voilà qui changeait sérieusement et prouvait que tout ceci n'était qu'une mise en scène. Mais depuis combien de temps? Depuis le début? Après tout, il n'oubliait pas que c'était sa première supposition, qu'il attribuait injustement aux Russes. Jusqu'à quel point allait la mise en scène? Tel le philosophe, il se mit à douter de toutes ses certitudes. Non, ce n'est pas possible. Si l'ordinateur ou l'être capable de créer des illusions ressent des limites à ses pouvoirs, face à la gestion de quelques milliers de personnes, il ne peut pas, a priori, gérer des millions de bieks en toc. L'existence du peuple biek est difficile à remettre en cause. Toutefois, il n'est pas impossible que cette force ait créé quelques personnages venant s'immiscer dans mon quotidien. Mais lesquels? Là est la question. Il s'étendit calmement sur l'herbe grasse et attendit. Son attente ne durerait certainement pas. On lui imposerait quelques nouvelles épreuves afin de faire de lui un grand commendatore. Mais enfin, à chacune de ces tentatives, il répondrait de la manière la plus illogique possible. Persuadé que la prairie fleurie était une nouvelle illusion, Mathias s'était mis à creuser le sol à l'aide de ses mains, de ses pieds, soulevant furieusement des mottes de terre glaise, comme s'il était devenu un lapin. Loin de lui l'idée de créer un terrier, mais cette démarche symbolisait plutôt son désir d'écailler le vernis masquant la réalité. La prairie eut un sursaut, prise de hoquet, et brusquement la pseudo-réalité se dissolut. Le paysage enchanteur subit de profondes distorsions. Mathias se retrouva face à un être étrange. Il découvrit enfin le secret de Nectar 1.
Il le sut rien qu'en observant la créature aux 10 têtes dodelinantes, perturbée par la douleur. En croisant les nombreux regards, il comprit la détresse et lut l'incompréhension. Il avait échoué. L'être avait échoué, et son échec avait entraîné de violentes réactions du corps. Pourquoi? Pourquoi cette mécanique parfaitement huilée, qui faisait ses preuves en créant des illusions parfaites, s'était-elle brusquement grippée en quelques jours? Le pompier approcha. Consire était un mélange de plusieurs races dans lesquelles figurait la race Biek. En examinant attentivement ce cerbère des temps modernes, il comprit quel sort attendait Consire, pourquoi Nectar I se déréglait. Au même instant, Mathias disparut dans le néant. Épilogue. La peau transparente de Consire permettait de dresser un diagnostic à l'œil nu. Des kystes cancéreux, des métastases affleuraient sous la peau. Il mourait, s'affaiblissant d'heure en heure, sans comprendre ce qui lui arrivait. Les ruades incessantes, la résistance et l'ingéniosité du pompier face à ses créations eurent raison de ses dernières forces. Mathias ne fut que l'accélérateur d'un processus activé depuis un bon moment. L'étrange abomination de Nectar I cessait d'exister. Nectar I cessait de tyranniser les peuples. Le pompier reprit connaissance dans une forêt de résineux, désorienté mais convaincu d'être venu sur Terre. Remis de ses émotions, constatant avec joie que sa planète n'était pas devenue le caillou calciné et irradié que Consire avait imaginé pour lui, il gravit une colline et reconnut immédiatement les lieux. Il était sur la colline de la Farougue. En surplombant la ville, il fut parcouru par un frisson d'effroi. Il découvrit une ville devenue tentaculaire. La ville? Seigneur, mais d'où sortent ces constructions, pensa-t-il. Ce changement inattendu lui fit remarquer que la forêt qui l'entourait était bien présente. Cette même forêt partit en fumée sous ses yeux, malgré son combat et celui de ses hommes. Il courut vers la ville, pressé de retrouver les siens, son amour, Douchka, ses collègues. Sa ville n'était plus vraiment sa ville. Après une recherche hâtive et fébrile, il comprit que 30 années s'étaient écoulées depuis son départ, alors que son aventure n'avait pas excédé quelques mois. Le puissant choc émotionnel le terrassa. Au détour d'une rue, il reconnut sa femme Douchka, sous les rides d'une cinquantenaire. Il sombra alors dans la dépression, et fut traité durant 6 mois dans un hôpital psychiatrique. Lorsque le pompier fut guéri, il profita de ses connaissances en matière de pilotage et combattit les feux de forêt aux commandes des mythiques Canadair. Durant 10 belles années, il largua des tonnes d'eau au millimètre près, prouvant par sa virtuosité qu'il n'avait pas rêvé son aventure dans la région étrangère. Il périt en arrosant une usine d'allumettes en perdition qui explosa lors de son passage, un accident dû à la négligence d'un lent employé. Ironie du sort, l'indélicat en question se nommait Monsieur Takis. Tout au long de sa courte vie, Mathias tut son lourd secret, par peur d'être pris pour un fou.